Salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de Raconte-moi ton métier. Aujourd'hui, je reçois Sylvain, salut. un collègue aide-soignant de nuit, qui donc fait le même travail que moi. Il va nous parler, lui, plutôt que moi, de ce travail, parce que lui est un bien meilleur aide-soignant que moi. Ouais. Et je vais lui poser quelques questions. On va faire un truc un peu résumé, sachant qu'à l'instant, on vient tout juste de sortir d'un live de 2h30 sur Twitch, et où on s'est un peu plus étalé sur des anecdotes, sur notre expérience, tout ça. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui ont été dites durant ce long live de 2h30. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aller jeter un œil au live, si vous avez du temps bien évidemment. Là on va tâcher de faire vraiment un résumé, quelque chose de concis, et qui va vous permettre d'avoir vraiment les informations essentielles concernant ce beau métier qui est aide-soignant de nuit. Du coup on va commencer tout de suite. Donc, première question, Sylvain, vas-y, présente-toi. Je m'appelle Sylvain, je suis aide-soignant de nuit depuis 3 ans, sinon ça va faire 12 ans que je suis aide-soignant et je bosse en EHPAD en gériatrie. Très bien. Alors, ton parcours scolaire. Rien à voir, j'ai fait un bac STG, il fallait que je parte tôt de chez moi, j'avais bossé 1 an en psychiatrie en tant qu'ASH, le milieu m'a bien plu, j'ai fait l'école d'aide-soignant à cheval entre 2009 et 2010. Juillet 2010, j'ai été diplômé. Depuis, je fais ce métier. D'accord, donc juste on est d'accord, c'est un métier, c'est une formation qui est accessible sans baccalauréat. Là, je l'aime et c'est clairement pas indispensable. Important pour les personnes qui se posent la question et qui seraient intéressées par ce métier. Il n'y a pas besoin d'avoir le baccalauréat pour faire la formation d'aide-soignant. Donc justement, la formation. Au niveau de la formation, parle-nous de la formation, la durée, concours. Moi, c'est pas tout jeune, moi. C'est du coup, c'était il y a 12 ans. 10 mois de formation, 6 mois de stage, 4 mois de cours. C'est intense. C'est pas compliqué. C'est du par cœur beaucoup. C'est du bon sens que tu apprends à ta formation. Il faut essayer de l'appliquer au mieux pendant tes stages. Après, ça va être là la plus grosse difficulté. Ça va être la disparité entre ce que tu apprends en théorie et ce que tu dois mettre en pratique. Voilà. Donc, contrairement à certaines formations, là, c'est vraiment si c'est vraiment ce que vous voulez faire, les difficultés, donc c'est ce que toi tu disais, mais c'est pas une formation particulièrement difficile. C'est juste que si vous êtes à votre place, la formation se passera bien, vous allez prendre plaisir à apprendre, et c'est pas une formation particulièrement difficile. Faut juste aimer, et ça se fait bien. Et s'appliquer. Après, s'appliquer, c'est intense, mais bon, comme toute formation, de toute façon. Ouais. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, si vous êtes, par exemple, si ça fait longtemps que vous avez quitté l'école, comme dans n'importe quelle formation, c'est compliqué de reprendre le rythme de l'école, de redevenir un élève, ou même pour des personnes qui, par exemple, pour les agents, par exemple, qui connaissent bien le métier d'aide-soignant, mais qui n'étaient pas aide-soignants, se retrouver en position d'élève et de stagiaire, ça c'est une grosse difficulté aussi. Mais sinon, en soi, c'est pas du tout infaisable. C'est pas... Si on l'a fait, c'est que c'est pas exactement. Si on l'a réussi, il n'y a pas de souci. C'est important de le préciser parce que je sais qu'il y a des gens qui ont peur de se lancer dans des formations par crainte de la rater en fait et de perdre du temps. Je pense que c'est vraiment une formation où si vous êtes motivé, la motivation aide grandement. Et vous avancerez comme ça. Du coup, toi, alors pourquoi tu as choisi le secteur du médico-social ? Je voulais un taf social dans tous les cas. Après, la gériatrie, c'était un peu un hasard. J'ai profité des stages. Tes 6 mois de stage, tu varies les secteurs. Tu fais en milieu hospitalier, à domicile, en psychiatrie, en gériatrie. Tu vois d'autres trucs. Du coup, moi, la gériatrie, j'ai bien aimé. 80% de ton travail, ça va être en gériatrie de toute manière. Ça tombe bien, moi, ça m'a plu. Et c'est ce qui m'a proposé le plus de sérénité sur les contrats, parce que c'est là où on va te proposer des contrats les plus longs aussi en gériatrie. Et très vite aussi on te propose un CDI. Ouais, complètement. Ouais, dans le privé, t'arrives... 2 jours. 2 jours, ouais, c'est ça. 2 jours, hein. C'est très très vite. Hein. Il y a rarement des CDD de toute manière. Ouais, et si tu veux bouger, tu fais de l'intérim et tu peux aller à gauche à droite sans difficulté. Et en intérim, ce sera aussi pas mal de gériatrie. Hein. Donc si vous aimez la gériatrie, ça passe. Ça passe. Ouais.
Donc toi, pourquoi travailler en EHPAD? Pourquoi tu as choisi l'EHPAD? Le soin au long terme, hein, comme je te disais tout à l'heure, avoir un suivi de la personne sur plusieurs mois, plusieurs années, je trouve que c'est vraiment important d'avoir des projets de vie, des projets de fin de vie, plutôt que des services où si tu vois le patient 3 jours, après t'entends plus parler de lui, quoi. Ouais. Par exemple, alors, si jamais vous n'êtes jamais allé, si jamais vous n'avez jamais été hospitalisé, en gros, mettons en chir, donc en chir aujourd'hui c'est beaucoup d'ambulatoires, donc on voit très très peu les patients. Ils arrivent le matin, une partie de la partent dans journée ils l'après-midi. dorment, mais après ils partent dans l'après-midi. Et dans les services où les personnes vont rester plusieurs jours ou quelques semaines, bah, ça reste, voilà, ces personnes-là sont là pour être soignées, et donc il y a plus de place du coup pour le côté santé. Ouais. Et moins de place pour tout ce qui est relationnel et pour construire justement des relations. Lien social, ouais. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en maison de retraite, quelque chose qu'on retrouve beaucoup en psychiatrie, qu'on retrouve beaucoup en rééducation. Du coup, les gens sont là aussi très longtemps. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très intéressant. Donc, Je conseille pour ceux qui ne veulent pas être cliniciens à 100%. Si tu aimes que la technique, la gériatrie, ça va pas forcément être ce qui va t'intéresser le plus. Par contre, si tu aimes le soin sur du long terme, mais sans une technique de ouf, tu peux bosser en gériatrie. c'est ça. La gériatrie au quotidien qui va être intéressant. C'est vraiment le relationnel qui prime en EHPAD. C'est vraiment le côté le plus important du métier. C'est le relationnel, on le retrouve dans tous les secteurs, mais pas à la même échelle. Et en EHPAD, c'est vraiment là où c'est vraiment le plus important. Et du coup, donc, pourquoi la nuit? Parce que là, c'est aide-soignant de nuit. Parce que c'est quand tu es autonome, que tu as des difficultés à travailler en équipe, parce que ça fait depuis très longtemps que tu travailles dans ce milieu, la nuit ça te permet de maintenir ce lien avec ton métier tout en ayant beaucoup plus d'indépendance et d'autonomie et de responsabilité la nuit que le jour. Ouais, d'accord, j'entends, ça peut être compliqué, on s'entend pas avec tout le monde et travailler avec une équipe c'est pas toujours facile. Et travailler avec un binôme, pas toujours facile. Ouais, mais c'est quand même plus simple de bien t'entendre avec ton binôme que de t'entendre avec une dizaine de personnes sur ta matinée. Tout à fait. Et donc, la nuit, ta mission, c'est quoi? Que tout le monde dorme, que tout le monde soit en sécurité sur la nuit, que après le sommeil chez la personne âgée, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut quand même, pour le quotidien, une mauvaise nuit, ça va se répercuter sur toute ta journée. T'as passé une nuit de merde, tu vas passer une journée de merde. Donc veillez à ce que la nuit se déroule le mieux en sécurité pour tous les résidents. Et aussi, du coup, pour éviter qu'il y ait un inversement du rythme qui peut se faire très, très facilement. Et cette chose-là fait que du coup, la personne va dormir en journée. Tu majores les risques de chute, tu majores les comportements pathologiques, tu majores tout. Si un mauvais sommeil, ça va déteindre sur absolument toute ta journée derrière. Donc la nuit, on s'assure à ce que les personnes dorment bien. Si la personne dort mal, on le signale. Et on essaie de trouver des solutions. Voilà. Donc c'est pas forcément la solution, c'est pas forcément donner un médicament. Il y a d'autres solutions. Mais c'est très important d'avoir un œil là-dessus et de s'assurer que les résidents dorment bien. Et donc il va falloir que j'arrête de dire du coup, je le dis beaucoup du coup. Du coup, à quoi ressemble une nuit de travail? 4 gros chapitres. Le premier tour, 20h45, tu prends les transmissions avec tes collègues de la journée, tu fais la relève, tu fais ton tour de médicaments, ton tour de sécurité auprès de tous les résidents. Ça c'est le tour le plus important à mes yeux. T'as du ménage, t'as un bon gros chapitre d'entretien des espaces communs. Ce qui n'est pas faisable la journée, tu le fais la nuit, donc ça peut en faire pas mal. T'as un tour de sécurité, un tour de change à 1h du matin, et t'as un tour de sécurité et de change à 5h du matin. Et ta nuit va vraiment s'articuler sur ces 4 choses-là, et après tu rajoutes les petits trucs, les petites missions annexes, mais aussi répondre aux sonnettes. Ça peut prendre une grosse partie de la nuit sur les résidents anxieux, sur les résidents dans le besoin. Ça va être des fois tu vas monter à 50-60 sonnettes sur la nuit, facile. T'as des nuits très calmes, t'en as d'autres, tu n'arrêtes pas toutes les 3 minutes, ça sonne. Et des fois c'est 50-60 sonnettes, c'est pas 50-60 personnes. C'est 10. Voire moins, c'est ça. Ouais. Voire moins. D'accord. Et donc
les différences qu'on va trouver entre le métier d'AS de nuit en EHPAD et le métier d'AS de nuit, par exemple, à l'hôpital. T'es tout seul, t'as pas d'infirmière, hein, donc il faut que tu aies un sens des responsabilités, de l'initiative. Si t'as une urgence à gérer, c'est pour toi, il n'y a personne d'autre au-dessus de toi pour te dire quoi faire. Donc après, forcément, il y a des protocoles qui sont mis en place, mais faut que tu percutes le plus vite possible, que tu analyses le plus vite la situation et que tu agisses en fonction de ton analyse, quoi. Donc ça va être appeler le SAMU, appeler SOS, mettre la personne en sécurité et faire un bilan de ce que tu as constaté auprès de ton interlocuteur, lui dire par exemple si tu as vu une déformation au niveau de la hanche, s'il y a une possibilité de fracture ou quoi, tout ça c'est à toi de l'analyser parce qu'il n'y a pas d'infirmière ni de médecin sur place la nuit. Donc c'est vrai qu'il y a des choses avec l'expérience qu'on va faire automatiquement, on sait quoi faire par exemple après une chute ou enfin, peu importe, on va une savoir. Surveillance neuro par exemple, prendre des constantes, on va le faire automatiquement sans se poser de questions. Genre les tests neuro, les mobilisations, tout ça. Avant d'appeler le médecin, s'il faut appeler le médecin, il faut qu'avant qu'on appelle le médecin, tu bilantes tout ça. On fait tout le bilan, comme ça on dit tout au médecin directement. Parce que le médecin, lui, quand on va l'appeler, il va vouloir toutes ces informations-là, et l'aide-soignant de nuit, quand il appelle le médecin, il est censé... T'as tout en main, t'as le dossier, voilà. T'as les antécédents, t'as les traitements, t'as les constantes, faut que tu puisses tout présenter, l'état de la personne au moment où t'appelles, faut que tu puisses tout balancer directement, faut être le plus efficace et le plus descriptif possible. Donc, on peut dire que c'est quand même pas mal de responsabilités. Ça va, ouais. Ce qui est intéressant. Mais tu peux mettre la pression. Voilà. Ça peut être un peu anxiogène parfois, et ça reste... c'est stimulant. Voilà, c'est stimulant, ouais. Du coup, je l'ai encore dit, très bien. Vous allez pouvoir compter le nombre de fois où j'ai dit du coup. Quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer? La charge mentale, je pense. Le plus dur, c'est d'être dans la répétition, souvent. Avec certains résidents, tu fais tout le temps la même chose toutes les nuits, ça peut être un peu... Il faut présenter un peu genre la population avec qui tu travailles. Ouais, tu vois, t'as une personne démente qui va te demander tout le temps la même chose, qui va hurler à la mort toute la nuit, qui va te demander à se lever 20 fois dans la nuit, qui va oublier très très vite. Voilà, ça tu lui as expliqué les choses, déjà tu lui as dit quelle heure il était, à 2h45 du matin, à 3h10, tu retournes la voir pour répéter exactement la même conversation. Donc ça c'est une grosse difficulté, et le fait que tu peux pas te reposer sur grand monde, hein, t'es de la nuit et point barre quoi. Donc il faut composer avec ton binôme, mais il n'y a personne d'autre pour t'aider. Je pense que c'est une grosse difficulté, effectivement. Ouais. Et comment sont les conditions de travail? Moi là où je suis, je vais pas me plaindre, comme je te disais tout à l'heure. Il pourrait y avoir des petites choses un petit peu mieux, le fait d'être deux aides-soignants la nuit plutôt qu'un agent ou un aide-soignant. Des fois ça permettrait justement de partager des décisions médicales plutôt que de prendre la responsabilité tout seul. Parce que voilà, ce qu'on expliquait, c'était que donc, la nuit on est un AS et un agent, et que l'agent n'a pas les mêmes responsabilités, n'a pas les mêmes autorisations, et qu'il y a certaines choses qu'ils n'ont pas du tout le droit de faire, et que nous on ne peut pas tout déléguer. Sur le papier, on ne peut pas tout déléguer, mais on travaille la plupart du temps avec des agents qui sont tout à fait compétents et qui connaissent très très bien leur métier, mais légalement, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de déléguer, que même des choses que nous on fait que légalement on n'aura même pas le droit de faire. Mais c'est le fait qu'il y ait deux AS, comment dire, faciliterait justement le partage des responsabilités, hein, quand tu as des prises de constante par exemple, mettre une personne sous oxygène, c'est quelque chose normalement que seul l'aide-soignant peut faire, quoi. Tu vois, c'est vrai que si t'es deux, tu peux quand même plus facilement... Parce qu'en plus, il peut y avoir plusieurs urgences en même temps, quoi. Parce que quand on gère une urgence, il reste le reste de l'établissement. Donc là, dans ton établissement, il y a 65 chambres. 65 chambres et 55 actuellement occupées. Donc, celui qui a 2-3 trucs en même temps à gérer, ça peut devenir sportif. Bah, déjà 2, c'est chaud, mais 3, c'est bon, on peut pas se diviser, quoi. Pardon. Question que je trouvais importante, je te la repose, c'est est-ce que tu te sens considéré à la hauteur de ton rôle? Vraiment, ça c'est un truc. J'ai la considération des personnes dont je m'occupe, c'est surtout ça l'essentiel. Je sais qu'ils respectent le travail que je fais. Après le reste, c'est pas
c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, savoir si j'ai la validation de tous mes collègues ou de tous mes responsables dans l'ensemble, je sais que mon travail est bien fait, et que s'il y avait un problème de toute façon, je serais au courant, donc si j'ai pas de retour négatif, c'est que c'est positif. Après, j'attends pas de compliments de qui que ce soit, quoi. Et quand tu entends des choses, genre moi je sais que je vois ça sur les réseaux sociaux, des choses qui peuvent être dites sur les soignants au global, ou même sur les EHPAD, souvent des choses négatives. Ouais, De toute mais après, manière. il y a une grosse méconnaissance, et il y a toujours entendre le ouais. En gros, c'est vous mettez vos anciens en EHPAD pour vous en débarrasser. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Tu mets ton ancien pas par plaisir, mais parce que ça reste Nécessité. ouais, c'est dangereux pour lui de rester à la maison. Donc voilà, hein, ça s'arrête là. Alors- Après, c'est normal d'avoir des a priori sur un milieu que tu connais pas, et le peu que tu entends, ça va être sur des trucs genre PA ou Corian. C'est toujours des faits divers. Ça et- donne envie de gerber la Ouais. manière dont ça se passe, mais c'est pas représentatif de tous les établissements. Il faut venir voir pour voir comment ça se passe. Hein. Il n'y a pas de secret. On en a pas mal parlé du coup dans le premier épisode avec Séverine qui est aide-soignante de jour. On a beaucoup parlé de ça, donc n'hésitez pas à aller voir notre vidéo. Qu'est-ce qui serait, selon toi, à revoir pour améliorer les choses? Donc tu disais 2 AS. Ouais, après, je pense qu'il faudrait revoir le rythme global de la personne en institution, mais pour ça, ça nécessite de doubler les effectifs pour arrêter de borner les choses sur à telle heure tu te lèves, à telle heure tu as ta prise en soin, à telle heure tu manges, à telle heure c'est l'animation, et faire des choses un petit peu plus glissantes sur la journée. Si tu n'as pas envie de manger à midi à cette table-là, bah, peut-être que tu aurais le droit de manger à 14h à une autre table. Et la nuit c'est pareil, est-ce que tu peux pas des fois, si tu as réellement envie, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de te lever plus tôt, prendre un déj plus tôt, ou qu'on te prenne en soin plus tard? Je pense que ça s'améliore sur le respect du rythme de nuit, mais sur la journée je pense que c'est encore beaucoup trop balisé par des horaires, quoi. Et toujours lié du coup au manque d'effectifs, quoi. Il y a des choses qui seraient plus faciles à mettre en place s'il y avait plus de personnel. Ça se répercuterait aussi sur le prix des... Ouais, sauf si c'est payé par l'État. Je veux dire, ils peuvent faire sauter genre le SNU, ils Oui, peuvent, bien sûr, oui, il y a moyen de trouver de l'argent, ouais, ils bien peuvent sûr, mais, éviter d'armer les CRS avec des fusils d'assaut, par exemple. Ça coûte cher les fusils d'assaut. Donc on pourrait avoir plus de matériel. certes. Du coup, ouais, il y a beaucoup de choses, je trouve, moi je pense beaucoup de choses à améliorer dans les établissements, mais c'est, comme je le disais la dernière fois, c'est essentiellement lié à des manques de moyens et non aux individus qui travaillent dans les établissements. Nous, on fait avec le max qu'on nous donne, on fait de notre mieux, et ce qu'on entend concernant les EHPAD, ce sont des faits divers. Au quotidien, la plupart des gens qui travaillent en EHPAD. Ouais, après c'est bien de purger un peu tous ces établissements qui se gavent la gueule sur, Oui. sur des anciens avec des prix exorbitants. Ça, c'est très bien de faire sauter tout ça, quoi. Mais ça représente pas tout. Parce que ça c'est vraiment, je trouve, un des pires business qui puisse exister. Parce qu'ils font payer extrêmement cher, sans raison, des personnes parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils peuvent se permettre. Du coup, à Neuilly, c'était 15 000 par mois, quoi. C'est insensé, ça n'a pour rien, ça n'a absolument aucun sens. Ouais, c'est vraiment du vol et c'est vraiment incroyable que ce genre de choses existent, et j'espère de tout cœur que ça va tendre à disparaître. Ouais. Parce qu'ils ne peuvent absolument pas justifier de faire payer autant. Quand on voit que dans des établissements publics où ils payent moins de 2000 euros. T'as 2000 en moyenne, la moyenne nationale, il me semble que c'est 2000 euros pour un service qui est tout aussi qualitatif, voire mieux que les saloperies qu'on a entendues là. Ouais, voire mieux. Ouais. Donc c'est important de préciser que voilà, ce qu'on entend sur les EHPAD, c'est souvent dans le privé à but lucratif et ce sont des faits divers, quoi. Après, on a des histoires partout mais bon. En règle générale, ça va, on est des gentils. On fait partie des gentils, c'est important de le noter, hein, Twitter, d'accord? On n'est pas des méchants. Parce qu'on m'a accusé d'être un collabo vacciné. On m'a insulté de collabo vacciné. J'étais bon. Parce que du coup, j'ai laissé tomber mes collègues qui se sont fait suspendre. Bon, la seule collègue qui s'est fait suspendre, elle croyait qu'il y avait des puces 5G dans le vaccin. Donc, est-ce que c'est vraiment grave qu'une personne comme ça
C'est le cas. Donc, Je veux dire, moi je suis absolument persuadé que la plupart des gens, si on leur dit, hey, ta grand-mère ou ton grand-père, la personne qui s'occupe d'elle, elle croit qu'il y a de la nanotechnologie dans le vaccin. Est-ce que tu veux vraiment qu'elle s'occupe d'elle? La plupart des gens diraient non, je bah, crois. je préfère avoir les nanotechnologies dans les établissements directement pour avoir des téléphones et des tablettes qui fonctionnent. Déjà, ça serait pas mal avant de bien les injecter dans le bras. Quoi. T'imagines si on avait des tenues, en fait, c'est genre des armures type Iron Man en nano. Ouais, mais la Wi-Fi ne fonctionne même pas, donc C'est ça. on n'en est pas là. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis la 5G dans le vaccin, comme ça on va mieux capter. C'est la Wi-Fi. Alors, un petit truc. Une anecdote positive et une négative. Est-ce qu'on est obligé d'être aussi hardcore que Non, lors je du pense live? pas. Si vous Je voulez pense vraiment pas. du sale, Allez voir le live. allez voir le live que je vais poster. En positif, généralement, c'est quand t'as une nuit bien merdique au sens littéraire du terme, mais que t'es avec un ou une bonne collègue et que tu prends la chose à la dérision. Il y a moyen de rigoler. Ouais. Après une merde pas drôle, c'est pareil, t'as un collègue de merde et c'est une nuit pourrie, là, ça va être compliqué. Quoi. Il y a des bonnes anecdotes dans l'autre vidéo. Je vous invite vraiment à aller voir avec. Jetez un œil, pardon. Le truc est bipé assez là-haut. Alors, ta relation avec les résidents. Comme un être humain, hein. C'est pas parce que c'est un ancien que tu dois lui parler comme s'il comprenait pas, qu'il n'avait pas toutes ses capacités mentales. Donc tu parles au résident comme tu aimerais qu'il te parle ou que n'importe quel interlocuteur te parle. Donc, généralement ça fonctionne plutôt bien. Voilà. On voit des fois un peu d'infantilisation, c'est abject. Petiser tout. La petite compote, le petit dodo, le petit pyjama et tout, faut arrêter, ça c'est insupportable. Voilà, donc, si jamais il y en a qui voient ça, ne dis pas ça méchamment, hein. C'est juste quoi, arrêtez. Ouais. Stop. Ce sont des êtres humains. C'est ça. Il faut juste se poser la question, est-ce que j'aimerais qu'on me parle comme ça? Non. Pas trop, non, pas ouf. Non. Estimes-tu être bien payé? Ouais, bah après moi c'est pareil, hein, c'est pas un tabou. Là où je suis, c'est à peu près 2000-2100 euros par mois en comptant le Ségur, la prime grand âge, le fait qu'on soit passé fonctionnaire de la catégorie B. Donc tout ça, c'est important de préciser que c'est grâce au Covid. Ça fait 3 ans à peu près. Moi Bah le grand âge c'était 2019 à peu près. Ségur de... J'ai eu après moi. Parce que t'es pas titulaire. D'accord. Mais en gros, depuis 2019, on a eu pratiquement 500 euros d'augmentation, je dirais. 380 net. D'accord. Donc, 380 net et du coup essentiellement de la prime et ce qui est venu, en fait certaines primes en fait étaient censées arriver, c'était prévu. Ouais. Elles sont arrivées plus vite grâce au Covid et il y a eu en plus le Ségur. Ouais. Donc s'il n'y avait pas eu de pandémie mondiale, je pense que moi je serais... Il n'y aurait plus grand monde à bosser. Ouais, parce que j'étais moi à 1450 après les impôts. Ouais. Et moi j'étais à 1005 après 10 ans de titularisation. Donc voilà, il a fallu ça, il a fallu cet événement majeur. Honnêtement, tout à l'heure je voulais parler de ça pendant le stream mais j'ai oublié. Moi le Covid, alors du moins de nuit, de jour c'était abominable, mais de nuit ça n'a pas été si compliqué parce qu'on a eu du personnel en plus, une augmentation. Donc en toute honnêteté, le Covid pour moi, je l'ai pas mal vécu. Je pense que c'était pas en gériatrie de nuit le plus compliqué à gérer. Oui, c'est ça. Oui. Alors là, je parle vraiment des EHPAD. Hein. De notre situation. C'est ça. Parce que dans les hôpitaux, ça a été et l'horreur. Dans d'autres EHPAD, c'est ça. dégueulasse aussi. Tout à fait. Notre situation personnelle. Nous, on a eu du personnel en bien plus. Du matos relativement rapidement. Et on a eu du personnel en plus, temporairement, parce qu'en fait, c'était des personnes qui du coup travaillaient dans les crèches, et les crèches étaient fermées. Donc en fait, elles étaient envoyées dans les EHPAD pour ne pas rester chez elles à rien faire. Donc c'est pour ça qu'on a eu du personnel en plus, mais c'était temporaire. Mais par contre, l'augmentation n'est pas temporaire, elle est définitive. Mais bon, voilà, il a fallu ça quand même pour qu'on soit augmenté, et ça fait... Et tant mieux. Et tant mieux. Donc j'ai hâte de la prochaine pandémie. Bravo. Pour avoir pas trop grave.
Donc comme ça va. Si on a du personnel encore en plus, on est tranquille, ça va. Parce que même le confinement, au final, nous on sortait. Ah, c'était compliqué ça. Et je plaisante, hein. Je plaisante pas. À qui conseillerais-tu de faire ce métier? Faut la dire. À Thibaut InShape. À Thibaut InShape. Ouais. Parce Tu es que fort, c'est ça. tu es motivé. Exactement. Et vraiment, j'imagine parfaitement dire à des résidents déprimés, Lève-toi. lève-toi de ton lit, j'en ai rien à foutre de ta dépression. Mange ta compote. Ouais, c'est ça. Sinon, à quelqu'un qui sait prendre des initiatives, qui a la tête sur les épaules et qui est patient et qui a la fibre sociale et humaine quand même, parce qu'il faut ça, il faut beaucoup de patience. Ouais. Beaucoup de patience et aussi très autonome, Ouais. savoir avoir des prises d'initiative. Comme on le disait plus tôt, du coup, il y a beaucoup de responsabilités et personne pour diriger. Mhm. On est en fait En autonomie totale. Ouais. tout en haut de l'échelle. Il y a deux personnes en fait. Il y a deux barres. Il y a deux barres sur l'échelle. On est les plus hauts, on est deux. Et on est les plus hauts quoi. C'est ouf. Et donc ça, il faut quand même, pour faire ce métier d'aide-soignant de nuit, je pense que c'est un métier qui n'est pas fait pour tout le monde, pour tous les aides-soignants, et il faut quand même apprécier déjà avoir des responsabilités. Et c'est pas tout le monde qui aime avoir autant de Puis responsabilités. faut pouvoir être seul aussi quoi. Tu n'étais pas dans l'échange H24 avec ton collègue, donc faut aimer être un petit peu là tout seul là, et ne pas trop parler des fois. Ouais, Il faut pas rechercher une compagnie H24 quoi, je pense quand même. c'est vrai. On travaille pas tout le temps avec les mêmes personnes. Normalement, si, mais bon, il y a des arrêts, tout ça, donc on est amené à travailler. Ça tourne pas mal. Ça tourne pas mal et on peut ne pas s'entendre avec tout le monde, tout simplement. Et, donc des fois, on a envie de parler. Des fois, t'as rien à dire à ta ce soir, on n'a rien à dire, donc on passe quoi. Et du coup, donc la dernière question. Est-ce que tu penses faire ce métier toute ta vie? Et si c'était à refaire, est-ce que tu ne ferais pas autre chose? Eh bien non, je ferai pas toute ma vie parce que c'est épuisant physiquement et mentalement. Hein. Ça, je pense que tu peux demander à n'importe quelle personne qui a plus de 10 ans de métier, il va dire qu'il a soit des problèmes d'articulation, soit des problèmes de sommeil, soit des problèmes en général. Ça te fatigue quand même, donc pas toute une carrière. Après, comme je te disais tout à l'heure, moi, rester comme dans le paramédical, ça m'aurait plu. Kiné, c'est bien. Ouais. Kiné, c'est cool. Kiné en rééduc, c'est super Ouais, intéressant. libéral. C'est beaucoup mieux payé en libéral. Et puis tu choisis tes horaires surtout. Si Ouais. t'as pas envie de bosser le week-end, tu passes pas le week-end et ça c'est. Alors que Si être soignant, tu vas choisis bosser pas. un week-end sur deux minimum. Quoi. Ouais. Un week-end sur deux, c'est toi tu peux poser que 2 week-ends par Sur l'année. sur l'année. Ça fait l'âge. En échange, il y a pas mal de repos quand même. T'as des avantages, t'as des inconvénients. C'est sûr que sur le nombre de repos que t'as à l'année, c'est carrément avantageux comparé à la journée. Mais à côté de ça, ton organisme est totalement déglingué. Quoi. Et si tu aimes dormir 12 heures par nuit, ne bosse pas de nuit. Ouais. Pas possible. Parce qu'en plus, donc c'est des nuits de 10 heures qu'on fait. La nuit, c'est ça le plus souvent. C'est 10 heures, de 10 à 12 heures, mais plus souvent, ça va être 10 heures. Et le fait de faire des nuits longues implique du coup qu'on va moins souvent au travail, ça c'est assez plaisant. Ouais. Ça implique du coup que le planning il est plutôt intéressant, mais faut une bonne gymnastique si tu as envie de te remettre en mode diurne, ça peut être, compliqué. Toutes les personnes comme toi qui ont un enfant, qui ont une vie familiale, ça peut être très compliqué. Ouais. J'entends. Très bien. Et ben écoutez, faut voir le live. Faut voir le live. Dans le live, il y a vraiment beaucoup plus de contenu. Là, je pense qu'on a bien présenté le métier. C'était le but de cette vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir aussi du coup le live avec plus d'anecdotes et plus de détails sur ce métier-là. Et ben moi, Sylvain, je te remercie. C'était un super live et j'espère une bonne vidéo. Et je reviendrai donc pour un live à nouveau et du coup aussi une vidéo avec une collègue qui est agent. On a pas mal parlé dans ces deux émissions du métier d'agent. Donc c'est une agent qui viendra nous parler de son métier et même des métiers qu'elle fait, parce que le métier d'agent c'est beaucoup de métiers différents. Et en plus elle est sympa.
Et en plus, elle est très très cool. Elle est un peu bête quand même. Hein, Christina? Tu es bête. Mais on t'aime bien. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sur une belle gentillesse pour la collègue. Là, je fais le youtubeur. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Ça fait plaisir parce que du coup, ça fait travailler l'algorithme et ça met en avant mon projet. Et une fois de plus, je le répète, ce projet, c'est vraiment de parler des métiers, d'abord des métiers du médico-social, puis plus largement des métiers dits essentiels, parce que très souvent, ces métiers-là sont méconnus. Très souvent, les gens, Il y a des a priori. il y a beaucoup d'a priori, critiquent beaucoup ces métiers-là, et au final, en fait, sans réellement savoir ce que représentent ces métiers. Et j'ai trouvé intéressant du coup de faire cette émission pour ça, pour bien parler de ces métiers qui sont indispensables, mais en même temps très méconnus. Ouais. Donc n'hésitez pas à partager. Et là, cette fois-ci, j'ai tâché de faire un format beaucoup plus court et donc plus facilement regardable. Donc merci et à la prochaine. Et encore merci Sylvain. Je t'en prie. Et venez bosser avec nous. Ouais. Allez, ciao.